Nous avons choisi cette photo parce que ça symbolise une des peurs de notre époque, et une peur tout à fait justifiée, qui est la peur du réchauffement climatique. Donc ça fait partie des éléments qui créent cette ambiance de peur, d'anxiété qui parcourt nos sociétés. Et puis il y a encore bien d'autres peurs. Une des principales, c'est la vitesse du changement de nos sociétés. Tout change à une vitesse incroyable. C'est ce qu'on appelle en fait des peurs collectives, mais il y a aussi l'immense tas de peurs individuelles. Et oui, s'il n'y avait que les peurs collectives, le travail que nous avons à faire serait relativement aisé. Hein. Il suffirait d'éteindre la télévision et la radio pour une bonne part. Mais nous hébergeons en nous-mêmes aussi beaucoup de peurs personnelles. Hein. La peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas savoir aimer, la peur que des malheurs atteignent nos enfants, la peur de vieillir, la peur du handicap. Alors, quels sont les effets de la peur? Est-ce que toutes les peurs ont le même effet? Comment ça se passe? Globalement, toutes ces peurs vont dans le même sens. Elles vont dans le sens d'une fermeture, dans le risque de nous refermer sur nous-mêmes, de nous isoler des autres. Elles créent en nous un sentiment d'insécurité. Nous ne nous sentons pas en sécurité en nous-mêmes et ça génère une situation de stress plus ou moins consciente qui provoque des réactions de fuite ou d'attaque. Donc toutes ces peurs vont globalement dans le même sens. Comment on fait pour les dépasser, Jean-Marc? C'est vraiment la grande question. Hein. Comment passer d'un espace où on se sent menacé quelque part à un Mmh. espace intérieur où on se sent en sécurité? Cet espace intérieur, pour qu'on s'y sente en sécurité, il doit être tout à fait indépendant des circonstances extérieures. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace intérieur? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y vit? Et bien, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est Ah, que, vous avez le sourire quand vous en parlez. Ça change oui, tout. en quelque sorte, dans cet espace, quand il est vraiment bien installé en nous, il y a simplement un sentiment de paix, de bonheur, de bien-être, mais il n'y a aucun élément concret. Autrement dit, c'est un espace de transcendance. Alors, ce mot transcendance, c'est un grand mot, hein, donc il faut bien sûr le définir. Qu'est-ce que ça veut dire transcender? Ça veut dire avoir accès en nous-mêmes, justement, à un espace silencieux, paisible, où nous nous sentons en sécurité. L'intellect s'est apaisé, il n'y a plus d'émotions. En fait, toute la sphère mentale est rentrée dans un espace de silence et de calme. Et c'est Donc ça ça, veut dire qu'on n'est plus là, Jean-Marc? on est au contraire, on est bien plus là, mais au lieu d'être là en termes de nos peurs, de nos préoccupations, on est là en termes de ce sentiment intérieur très intense de bien-être. Et bien sûr, c'est beaucoup plus agréable. Donc je suppose, vous avez parlé de silence, donc je suppose qu'il faut s'isoler dans un coin. Je suppose qu'il faut quand même créer un contexte, un protocole pour ça. Donc est-ce que ça veut dire se fermer, à l'environnement? Est-ce que ça veut dire ça? Alors, il y a un proverbe en français, on dit reculer pour mieux sauter. Hein. Et c'est bien le thème de cette conférence, méditer et agir. Mmh. Si on médite, si on se recueille en nous-mêmes, ce n'est pas du tout pour s'isoler du monde et vivre au fond d'une grotte, au fond des Alpes ou des Pyrénées ou de l'Himalaya. Hein. Au contraire, c'est pour revenir ensuite dans la société, dans la vie collective, dans notre vie familiale, avec nos amis, etc., avec plus de créativité et d'énergie. Mais ce que je voudrais dire avant, c'est que si on prend les choses de façon très générale, on peut dire que la peur, elle provoque la fermeture aux autres et au monde. Et Mmh. l'expérience de la transcendance, par la paix qu'elle nous procure, provoque au contraire une ouverture de plus en plus profonde aux autres et au monde d'une façon générale. Cette paix intérieure qu'on va développer peu à peu, elle nous permet d'apprécier spontanément, et le mot spontanément est très important,
d'apprécier spontanément les autres, c'est-à-dire notre compagnon, notre compagne de vie, nos enfants, nos amis, nos collègues de travail, mais aussi les animaux que nous croisons ou qui vivent dans notre maison, et puis aussi, plus généralement, les paysages, les œuvres d'art et le monde dans son ensemble. En fait, il y a un paradoxe. Le fait de se fermer permet de s'ouvrir, quoi. On se ferme à l'agitation extérieure pendant un temps et à la suite de ça, on a une plus grande ouverture pour tout ce qui nous entoure et on apprécie tout ce qui nous entoure davantage. Tout à C'est fait. ça? Oui, D'accord. il y a une image qui permet d'illustrer ce paradoxe. C'est l'image de l'archer qui tire sur son arc la flèche en arrière. S'il ne la tire pas en arrière et qu'il la lâche, elle n'a pas Elle de d'énergie potentielle, cette flèche, elle tombe tout de suite sur le sol. Et au contraire, plus vous allez tirer la flèche en arrière, pas trop loin quand même, il ne faut pas casser l'arc, hein, mais si vous bandez bien l'arc, au moment où vous lâchez la flèche, elle a une énergie maximale. Et c'est exactement le principe de la méditation. On se retire vers l'intérieur pour repartir vers l'extérieur avec un maximum d'énergie et de créativité. Alors du coup, comment peut-on développer l'expérience de la transcendance? C'est une expérience en fait qui survient souvent de façon inattendue et spontanée. Et c'est assez courant, hein. Les gens à qui nous apprenons la méditation nous disent: ah ben moi je me rappelle, il y a 7 8 ans, j'ai eu un moment de grâce, je dis souvent, de silence, où je me sentais dans un état d'harmonie avec le monde. Ce sont des expériences très très simples, très naturelles. Simplement, quand on n'a pas de technique, de moyens systématiques d'accéder à cette expérience, ce sont des expériences qui sont rares et qui, bien souvent, ne se répètent pas. Et ceci pour 2 raisons. La première, c'est que c'est des expériences qui nous apportent tellement de joie, qui nous comblent tellement intérieurement, qu'on a un désir très très fort que l'expérience se répète. Et Bien donc, sûr. on y met notre volonté. On veut Mmh. transcender. Et ça, il n'y a rien de pire pour empêcher l'expérience de la transcendance, parce qu'elle ne relève pas de la volonté, elle relève de la disponibilité, et c'est quelque chose de très différent. Et il y a une image que j'utilise souvent, c'est celle du Graal. Les compagnons de la table ronde, donc ils sont autour de la table, puis il y a le Graal qui vient se mettre au-dessus de la table, au milieu, et ils sont là complètement éblouis. Puis il y en a un qui tend la main pour attraper le Graal, donc il fait intervenir sa volonté, il veut s'en saisir pour lui-même. Et à ce moment-là, le Graal s'éloigne et disparaît. C'est la même chose. Plus on veut transcender, plus l'expérience est difficile à atteindre. C'est une expérience qui ne relève pas de l'effort personnel, c'est-à-dire de l'ego. Et puis il y a une deuxième raison également, c'est que quand on ressort de ces expériences, on est repris par nos préoccupations, par nos soucis, par nos peurs, justement. Et tout cela nous empêche d'avoir un accès spontané et aisé à cette expérience. On va prendre le temps de respirer sur ce que vous êtes en train de nous dire. Il existe une approche méthodique et systématique qui nous permet de vivre l'expérience de la transcendance. Tout Waouh! à fait. Tout à fait. Cette expérience de la transcendance, elle relève de notre subjectivité, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans notre époque de progrès très rapide, ce qui s'est développé, c'est les sciences de l'objectivité. La physique, la chimie, la biologie, qui ne cessent d'avancer à toute vitesse, l'informatique aussi, bien sûr. Donc, toutes ces sciences nous apportent énormément de bénéfices sur le plan pratique, mais il y a tout un pan de la connaissance qui est resté euh, très embryonnaire, je dirais, presque inexploré. La psychologie a essayé, a tenté un petit peu de développer cet aspect-là, mais c'est encore très, très limité. Et donc, il y a une science qu'on pourrait appeler la science de la subjectivité, qui est la science védique, qui permet d'explorer l'espace intérieur et d'avoir accès à cette expérience de la transcendance. Pourriez-vous nous donner quelques explications sur ce qu'est la science védique, justement? Oui, c'est une science qui est très ancienne, hein, qui vient de l'Inde. Et celui qui nous a transmis cette connaissance, le plus proche de nous, s'appelait Maharishi Mahesh Yogi. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a
exprimer dans le langage de notre époque toute cette connaissance de la science védique. C'est une science qui est très, très vaste. Elle est compilée dans une littérature qui s'appelle la littérature védique, dont le cœur est constitué par les Védas, les 4 Védas. Et donc, il y a tout un aspect théorique dans cette science, comme dans toutes les sciences d'ailleurs. Mais, et heureusement pour nous, il y a aussi un aspect pratique. Et cet aspect pratique, justement, il vise à développer l'expérience intérieure de la transcendance. Oui, donc en fait, il y a la connaissance et l'expérience. Tout à fait. Voilà. Et on peut pas oublier de vivre l'expérience parce que ça me fait penser un peu à une recette de cuisine, ce que vous dites. On peut regarder la recette de cuisine sur YouTube, mais si on la pratique pas, la recette de cuisine, on n'aura rien dans l'assiette. C'est exactement ça. C'est ça? Maharishi utilisait une image. Parfois, il disait, si vous voyez des photos de fraises, que quelqu'un vous parle des fraises en vous décrivant leur parfum et tout, ça ne vous donnera pas l'expérience du goût de la fraise. Il faut la manger directement pour en avoir le goût. Et bien là, c'est la même chose. À l'aspect théorique doit venir s'adjoindre l'expérience directe de ce que décrit toute cette science védique. Donc, il y a toute une série de techniques, mais la principale, c'est ce qu'on appelle la méditation transcendantale. Et cette méditation de la transcendance, c'est elle qui va nous permettre de développer cet état de paix intérieure qui va non seulement se développer dans la méditation, mais peu à peu se maintenir de plus en plus dans notre activité, c'est-à-dire comme si ça nous imprégnait de l'intérieur. Oui, elle s'infuse et après elle se diffuse à l'extérieur, c'est ça? C'est ça. Et c'est ça qui va nous permettre, quand nous revenons, quand nous sortons de la méditation, d'être plus disponibles, plus ouverts, dans une communication plus profonde avec les autres, dans une appréciation aussi plus profonde de ce qui nous entoure. Il y a un terme que vous avez utilisé plusieurs fois sur lequel je me permets de rebondir, c'est le terme appréciation. Et c'est pas souvent qu'on rencontre ça en fait. On voit Oui. beaucoup, on entend beaucoup de plaintes, on voit beaucoup de choses négatives, on renvoie beaucoup de choses négatives. Donc c'est un moyen d'appréciation, c'est pas rien. Pour reprendre une comparaison de l'ordre de la nourriture, quelqu'un qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas éduqué son palais, on va dire, hein. Si vous lui présentez, ou vous lui faites goûter un plat très raffiné, pardon, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il va passer à côté parce qu'il n'a pas éduqué son sens du goût à percevoir des choses fines et délicates. Et à l'inverse, quelqu'un qui a un palais raffiné, qui a développé ses perceptions à ce niveau-là, va pouvoir savourer le plat et lui rendre vraiment justice. C'est vraiment la même chose par la méditation. Plus vous allez transcender, plus vos sens de perception vont s'affiner et plus vous allez voir la beauté de ce qui vous entoure. Et également, et ça c'est très important aussi, plus vous allez développer votre créativité intérieure. Parce que le jour où la griffe de la peur se relâche, c'est votre créativité qui va jaillir et qui va, j'allais dire, qui va exploser. Plus vous avez de peur qui vous travaille, plus ça vous paralyse intérieurement. Et moins vous pouvez vous lâcher dans vos activités, dans vos relations. Et donc, étrangement, l'expérience de la transcendance permet une plus grande spontanéité ensuite quand on revient dans l'activité, et avec cette spontanéité va bien sûr la créativité. Et c'est tout à fait caractéristique des effets de la méditation, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent jour après jour par une pratique régulière sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et c'est souvent notre compagnon de vie, notre compagne de vie, ou nos enfants, ou nos amis qui nous disent « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, aujourd'hui, tu as changé, tu es plus sympa, tu es plus doux, des choses comme ça. » Comment ça se passe? Est-ce qu'on va sur internet, on achète le kit du parfait méditant et puis on se retrouve après tout seul dans son coin face à ses résistances? Heureusement, il n'y a pas de kit sur Internet. En fait, c'est un cours de formation. On va vous accompagner dans l'apprentissage de la technique étape par étape.
ou quelque chose. C'est très sérieux, la Oui, façon c'est ce dont que on je prend vois. le cours, mais en même temps, ça se passe dans la bonne humeur et c'est des choses très simples qu'on va vous expliquer en détail. Pour vous montrer à quel point c'est simple, les enfants peuvent apprendre à partir de l'âge de 10 ans. Donc, vous voyez, on ne va pas être dans des processus intellectuels où on se prend la tête. D'accord. Une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que quel que soit l'endroit où vous apprenez, en France ou même je sais pas, en Chine ou au Vietnam ou aux États-Unis, le cours se déroule de la même façon, avec les mêmes étapes. Donc, c'est un cours qui est structuré de façon très, très précise, de façon à s'assurer que chacun apprenne bien la même technique avec son efficacité maximale. Pour en revenir aux témoignages, beaucoup sont corroborés par de nombreuses recherches scientifiques sur les effets de la méditation transcendantale. Pour nous en dire plus, je vais me tourner maintenant vers vous, docteur Philippe Gallois. Ce que je peux ajouter simplement, c'est le point de vue du neurologue, du neurobiologiste concerné par la recherche scientifique. On va regarder quelques diapositives, il n'y en aura pas beaucoup, rassurez-vous. Première Voilà. diapositive qui nous révèle qu'au cœur du cerveau, il y a effectivement des circuits neuronaux de la peur. Notre expérience est subjective, mais elle est sous-tendue par des mécanismes objectifs. Il faut rappeler que la peur, c'est une expérience, une émotion, un processus dans le cerveau qui ont été mis en place par l'évolution biologique, l'évolution du vivant. Il y a des millions et des centaines de millions d'années que ça a commencé à se mettre en place, l'évolution de la vie. Et la peur est apparue comme étant, pouvant être utile à une époque où il fallait, face confronté à la loi de la jungle, avoir des réactions physiques rapides et efficaces, la fameuse formule fuir ou combattre en cas d'agression. Et la peur permettait d'une certaine manière d'éviter le danger, et elle permettait aussi de réagir physiquement. Mais actuellement, on se rend compte qu'on est rarement confronté à une situation où on doit fuir ou combattre. Donc, ce mécanisme est un peu inadapté à la vie moderne. D'autant plus que ce processus de la peur va être sollicité à l'excès. Et à chaque fois, ces peurs, individuelles ou collectives, vont mettre en œuvre toute cette machinerie cérébrale avec ces circuits qui se mettent en œuvre, la sécrétion d'hormones. C'est ce que illustre un peu ce schéma. Tout d'abord, il y a en rouge, vous voyez là, deux olives rouges, ce que l'on appelle les amygdales cérébrales, des structures en fait très anciennes évolutivement, qui ont à voir avec la mémoire émotionnelle, la colère et la peur. Et lorsqu'elles sont activées, elles vont mettre en œuvre toute une machinerie, notamment située dans la tige qui soutient le cerveau, qu'on appelle le tronc cérébral, où il y a des centres vitaux qui vont réguler notre respiration, notre rythme cardiaque et des sécrétions hormonales, les fameuses hormones de stress. Cette amygdale, elle est reliée à une autre structure qu'on appelle l'hippocampe, parce qu'effectivement, c'est un peu une forme enroulée, comme un petit hippocampe de mer. Hippocampe qui a à voir avec la mémoire, mémoire spatiale, mémoire individuelle, mémoire des événements, etc. Et en avant, la partie antérieure du cerveau, le cortex préfrontal, contrôle ces structures profondes. Et on conçoit l'utilité de cela parce que dans ce qu'on va appeler la peur chronique, la répétition du stress chronique et des différentes peurs chroniques, comme par exemple on trouve dans la forme la plus achevée qui est le syndrome de stress post-traumatique, qu'on voit notamment chez les combattants qui est de retour du front, on se rend compte que le dispositif est complètement dérégulé. Et donc, voilà la conséquence des peurs chroniques. Ces conséquences, elles sont fonctionnelles, mais elles sont aussi structurales. C'est-à-dire que si on regarde le volume des structures cérébrales, on va voir que le fameux hippocampe, que vous voyez là en bleu, il a diminué de taille, il y a une perte de neurones. Il y a une perte du contrôle du cortex frontal sur l'amygdale. Et cela, on l'explique parce que justement, la réaction au stress produit une augmentation d'hormones de stress. On sait ça depuis Cannon, Hans Selye, etc., le père de la notion de stress. Il y a une hypersécrétion des hormones de stress, les catécholamines, mais aussi le cortisol, le fameux cortisol.
Et donc, cet excès de cortisol, on a pu le montrer, va diminuer la taille de l'hippocampe et va donc diminuer le contrôle de l'amygdale. Alors, on a dit que répéter de manière chronique, la sécrétion de cortisol avait ses effets délétères sur le système nerveux. Donc, diapositive suivante, on voit l'intérêt de la méditation transcendantale. Cette étude est loin d'être unique. Il y a des dizaines d'études qui ont étudié le taux, justement, la quantité de cortisol au niveau sanguin. Et personnellement, j'avais fait une étude au début des années 80 qui retrouvait cette diminution de la sécrétion de cortisol induite par la pratique de la méditation transcendantale. Donc, en comparant avec un groupe témoin, on voit déjà que avant de commencer la pratique, le groupe témoin va se relaxer, les autres vont méditer, le taux de cortisol chez les méditants est plus bas. Et après 20 minutes de pratique, on observe 30% de réduction du taux de cortisol chez les méditants et pas dans le groupe témoin. Donc là, on a un outil qui va permettre d'agir sur un des facteurs déterminants de l'inscription du stress et de la peur chronique dans le système nerveux central. C'est ce qu'on voit aussi sur la dernière diapositive. Là, c'est une vue du cerveau de profil. Vous voyez la tête en avant, la colonne vertébrale, le nez est un petit peu coupé. Et vous voyez des taches rouges et bleues. Il n'y a pas de taches rouges et bleues comme ça dans le cerveau, c'est une représentation donc, qui permet d'appréhender les modifications du métabolisme du cerveau, de certaines régions du cerveau. Cette étude compare avant et après la pratique de la méditation transcendantale en IRM fonctionnel. En rouge, ce que l'on voit, c'est que la pratique va augmenter l'activité de cette région. C'est la région du cortex frontal, c'est la région la plus évoluée, c'est la région qui contrôle, et notamment qui va contrôler la fameuse amygdale dont on parle depuis tout à l'heure. En bleu, notamment au niveau du tronc cérébral, c'est la région qui va produire la réponse au stress au niveau donc, métabolique, au niveau hormonal, et là c'est en bleu parce que ça diminue. On a donc l'illustration que la simple pratique de méditation transcendantale, est là pendant une vingtaine de minutes, oriente le cerveau dans un état opposé à l'état de peur chronique et de stress. Il y a une vidéo très courte qui montre ce qui s'est passé en Ukraine et on voit le témoignage de ces gens qui ont vécu la guerre au premier plan. Et après ça, les gens racontent ce qu'a amené la pratique de la méditation. C'est-à-dire donnent l'illustration dans leur témoignage et dans leur subjectivité de ce que nous montrent ces recherches objectives. Cet apaisement, ce soulagement, ce calme, ce retour de l'espoir, etc. Et c'est vraiment pas du cinéma, on voit que les gens ont autre chose à faire que de raconter des histoires. Je vous invite à aller voir, donc tout à l'heure la page sera présentée. Face à la peur, au stress chronique, il faut agir avec sagesse. Agir avec sagesse, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir se précipiter dans l'action ou intensifier l'activité mentale, comme on le fait bien souvent, et commencer à tourner en rond. Il va falloir peut-être agir de manière un peu paradoxale, c'est-à-dire prendre une direction opposée. Au lieu de vouloir se jeter dans l'arène, vers l'activité extérieure, il va falloir revenir vers le soi. Si on peut prendre une image, il y a déjà eu cette image du tireur à l'arc qui sait très bien qu'il ne faut pas jeter la flèche vers l'avant, il faut revenir vers le soi, vers l'intérieur, et la flèche ira plus loin. Jean-Marc l'a bien illustré. Une autre image, c'est une image très familière, c'est celle de la mouche qui veut sortir d'une pièce, hein, et vous la voyez se buter contre la vitre, et se buter, et se buter, et se buter, alors que la porte est ouverte derrière. Ça veut dire que agir avec sagesse, ça va consister à peut-être pour un temps à se poser, à se détourner du monde que l'on perçoit à travers la fenêtre de nos sens et à chercher la porte ouverte. La porte qui va nous amener vers l'intérieur, vers le soi, vers l'expérience de l'être, l'expérience d'un champ unifié de conscience, un champ unifié d'être. Et là, on a la notion d'unité. Et déjà, cette expérience de l'unité, elle peut nous aider face à la peur, et dont on sait que la peur naît de la dualité. Hein. Vous savez bien, les petits-enfants, ils ont peur d'être mangés par le loup, de manger par l'autre, et même ils en jouent, hein, tu vas me manger, etc. Vous savez comment ça se passe. Et donc, la peur naît de la dualité ou de la multiplicité. Là, on va retrouver notre réalité qui est un champ d'unité. Cette unité est aussi un champ d'intelligence, d'harmonie, de cohérence, de silence et de dynamisme en même temps.
Et c'est cette expérience qui va remettre au vert les mécanismes cérébraux. Il faut une méthode très simple, simplement pour permettre de prendre un angle, comme quand on veut plonger, il faut prendre l'angle et après laisser faire les choses. Et ça, c'est tout le génie de la méditation transcendantale telle qu'elle est enseignée par Maharishi Mahesh Yogi, parce que c'est une méthode simple et naturelle. Pourquoi c'est simple et naturel? Parce que, tout d'abord, notre système nerveux, qui est le fruit de cette évolution qui a déposé les mécanismes de la peur, etc., mais qui a déposé plein d'autres mécanismes, et qui a déposé, qui a finalement créé au niveau de la création quelque chose de fantastique, qui est le système nerveux humain, qui va expérimenter les états de conscience que vous connaissez, la veille, le sommeil, le rêve, mais aussi la capacité d'expérimenter ce quatrième état de conscience, l'état de conscience transcendantal. Ce système nerveux a assez de complexité pour autoriser l'expérience de la plus grande simplicité, du silence et du dynamisme. Ça, c'est un premier élément qui explique pourquoi cette méthode est simple et naturelle. Le second élément, c'est que notre esprit, qui vagabonde, etc., en fait, notre esprit, il n'a qu'une seule préoccupation, et ça, on s'en rend compte un petit peu avec le temps, c'est de rechercher toujours plus de joie, toujours plus, de ne pas être satisfait par les joies du relatif, les joies toujours changeantes. Il veut toujours plus. Donc la conjonction de cet esprit qui veut plus et d'un système nerveux qui est suffisamment complexe pour transcender, fait que ça n'est pas très compliqué. Le tout, c'est de prendre l'angle et de suivre cette méthode extrêmement simple, qui ne veut pas dire simpliste ni manquant de subtilité. Et c'est pour ça qu'il faut un professeur, un enseignement structuré. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire cette expérience de l'être. Plus on fait des expériences épanouissantes, plus on s'ouvre, ça a été dit, c'est l'inverse de la peur qui va être une clôture, il va y avoir une ouverture. Et on ne va pas pouvoir être heureux seul, il va falloir être heureux avec l'environnement, avec les autres, avec toutes les autres composantes de la nature. Et bien, le niveau de conscience le plus puissant, c'est le plus fondamental. C'est comme dans la nature. La matière, le niveau le plus puissant, c'est celui finalement atomique. Quand on réussit à libérer l'énergie de l'atome, il y a une énergie colossale. Donc au niveau de la conscience, c'est la même chose. C'est le niveau le plus profond de la conscience, le niveau de la conscience transcendantale. Ce n'est pas pendant la veille, ce n'est pas pendant le rêve, ce n'est pas pendant le sommeil. C'est lorsqu'on va aller dans cet état qui en fait est le plus naturel parce qu'il soutient littéralement les autres états de conscience. Donc ça, c'est vraiment comment agir. Agir avec sagesse, c'est la sagesse de l'archer, hein, ir vers le soi et agir. Et déjà, dans la Bhagavad Gita, qui est un des textes traditionnels de l'Inde, qui est assez connu, il est écrit « Un peu de cette expérience peut délivrer d'une grande peur. Un peu de cette expérience peut délivrer d'une grande peur. » Et beaucoup de cette expérience peut vraiment épanouir le monde et mettre fin à ces tendances négatives. On a, on a commencé en parlant de la peur, du stress chronique, la manière de s'y opposer par cette simple technique de méditation transcendantale qu'on peut définir comme une technique pour la paix intérieure et le bien-être, qui va nous aider à retrouver la mémoire de qui nous sommes vraiment, qui va nous aider à remettre la peur à sa place, et qui, de plus, ça vient d'être dit, est une technique d'évolution qui va, à l'opposé de la clôture, ouvrir de plus en plus notre esprit et notre conscience vers des développements de la conscience qu'on n'imagine pas au début.